Bonjour à tous. Donc, j'ai commencé cette troisième table ronde qui vise à discuter de la durée d'entretien par rituximab et quelle utilisation des CD19 et des ANCA. Donc, moi, je vais commencer par vous parler, mais on l'avait déjà présenté au GFEV, donc je vais être assez brève, de l'analyse poolée long terme des trois essais Main-Rite 100. Donc, pour rappel, on avait pris les patients de l'essai Main-Rite 101 qui comparait rituximab par rapport à Immurel, des patients de Main-Rite 2 qui comparaient le rituximab en schéma systématique au rituximab en schéma à la demande selon CD19 ou en cas, et de Main-Rite 3 avec une prolongation du traitement par rituximab à 36 mois comparé à un placebo, et du coup des patients qui avaient été traités uniquement 18 mois, soit par le schéma systématique, soit par le schéma à la demande dans Main-Rite 2. Et les patients avaient été suivis sur le long terme avec une analyse du critère de jugement principal à 84 mois de suivi et un pool de tous ces patients. Ça faisait une cohorte de 277 patients. Dans les résultats, donc le critère de jugement principal, c'était la survie sans rechute. La survie sans rechute majeure, donc il y avait un suivi médian déjà de 73 mois, 277 patients, comme je vous ai dit. Et les données de survie sans rechute majeure étaient de 70% pour les patients qui avaient reçu du rituximab en schéma systématique pendant 18 mois, 47% pour les patients qui avaient reçu du rituximab à la demande pendant 18 mois, 78% pour les patients de Main-Rite 103 qui avaient été traités par rituximab pendant 36 mois, et 49% pour les patients qui avaient été traités par azatioprine. Donc la première conclusion, c'était que le rituximab était mieux que la satioprine. Et les deux autres conclusions qui vont prêter au débat aujourd'hui, c'est d'une part le rituximab systématique sur l'analyse long terme à 84 mois semblait être mieux que le rituximab à la demande, avec un taux de survie qui était quand même nettement différent, de 70% avec du rituximab systématique versus 47 pour le rituximab à la demande, soit un hasard de ratio à 3. Et ça remettait en cause le fait que le rituximab à la demande était non inférieur au rituximab systématique, en tout cas sur les données long terme. Et le deuxième résultat important à discuter, c'était que la survie sans rechute majeure à 84 mois était finalement superposable chez les patients qui étaient traités par rituximab prolongé pendant 36 mois à 78% par rapport aux patients qui avaient été traités par rituximab systématique pendant 18 mois, ce qui laissait par rapport à Main-Rite-en-Tois, ce qui faisait poser la question, est-ce que le rituximab de façon prolongée permettait vraiment de diminuer le risque de rechute majeure à long terme? Dans les perspectives, c'était éventuellement de mieux cibler la population chez qui le rituximab systématique 10 mois était insuffisant, et peut-être qu'il fallait mieux cibler les patients chez qui on prolongeait le traitement par rituximab, peut-être en cédant des facteurs prédictifs de rechute au diagnostic et éventuellement des biomarqueurs de rechute dont on reparlera tout à l'heure, éventuellement si prolongation selon quel schéma, est-ce qu'en systématique chez tout le monde, etc. Je vais laisser la parole. Menry 102 avait été guidé selon un critère de repopulation lymphocyte B et de repositivation ou d'élévation du titre d'ANCA. Mais les collègues américains du groupe de Boston ont publié cette année un essai qui commence aussi par Main, mais qui fait Main-Ton-Cavas, euh, qui évalue deux stratégies de réinjection du rituximab, soit basées sur la repopulation lymphocytaire B, soit basées sur l'évaluation du titre d'ANCA. Le protocole s'adressait à des patients qui avaient déjà eu au moins 2 ans de traitement d'entretien par rituximab. Ils étaient randomisés, ils étaient stratifiés selon le sérotype d'ANCA, MPO, PR3, et selon le fait qu'ils aient reçu du rituximab pour plus ou moins de 3 ans. Donc, c'est les gens qui vont être suivis en moyenne, en médiane 4 ans, ce qui veut dire qu'il y a des patients qui sont suivis 4 à 6 ans sous rituximab. Si on prend le bras repopulation lymphocytaire B, les patients sont monitorés tous les 3 mois, un comptage lymphocytaire B. Et si les B sont supérieurs à 10 éléments par millimètre cube, eh ben, on injecte 1 gramme de rituximab. Ça, assez simple, et on retourne au monitoring B et ainsi de suite. Dans le bras ANCA, on surveille les ANCA aussi tous les 3 mois. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis désolé, je me suis rajouté des petites notes en petit. Euh, la poussée sérologique était définie par une augmentation du titre DMPO par 5 par rapport à la baseline et plus qu'à fois le cutoff du laboratoire.
L'augmentation des PR3, c'est plus de 4 fois la baseline et plus de 2 fois le cutoff du laboratoire. Je ne suis pas allé voir ce qui justifiait ça exactement. Il y a ici quelques références sur lesquelles ils se sont basés. Et si on a une poussée sérologique, cette fois-ci, on reçoit 2 grammes de rituximab. Enfin, 1 gramme fois 2 de rituximab. Et on réévalue les encas. Si les encas baissent, donc on est passé à la baseline divisé par 2 ou on est passé en dessous des cutoffs de 4 fois la normale ou 2 fois la normale pour les MPO-PR3, on retourne au monitoring d'encas. Si en revanche, il y a une élévation de persistance des encas, c'est-à-dire, excusez-moi, ça m'a pris du temps aussi, baseline x2, mais et MPO et PR3, excusez-moi, supérieur au cutoff, c'est pas inférieur, c'est supérieur, donc j'ai fait des erreurs. On réinjecte du rituximab tous les 6 mois jusqu'à ce qu'on ait obtenu la réponse. Et après, on retourne au monitoring. Le critère de jugement de cette étude, c'est la rechute définie par un BIVAS au moins à 2 reprises ou supérieur ou égal à 2. La population, alors, ils attendaient 200 patients pour mettre en évidence une diminution de 15%. C'est Pierre qui fera les critiques. Ils espéraient que le bras supérieur ait 15% de rechute, le bras inférieur 30% de rechute. Ils voulaient 200 patients. Ils en ont 57 dans un groupe, 58 dans l'autre, parce qu'ils ont fait ça au moment de la pandémie Covid et que ça a été compliqué d'inclure. Globalement, des patients qui ont du rituximab depuis plus de 3 ans, une fois sur deux, qui sont bien équilibrés entre les MPO et PR3, qui ont quand même, et parce que ça peut influencer quand même le risque de rechute à long terme, dans plus d'une fois sur deux, une induction combinée Ritux-endoxan. Ce n'est pas tout à fait nos habitudes quand même. Dans 50% rénaux et un tiers rechuteur. Et qu'est-ce qui montre que traiter selon la stratégie B permet d'avoir moins de rechutes, avec finalement une diminution de 63% des rechutes. À 3 ans, 4% de rechutes dans le bras B, 20% dans le rechute guidé selon les encas. Si on s'intéresse aux rechutes majeures, il n'y a pas de différence significative. Hein, c'est le petit supplément que j'ai mis en dessous. Il n'y a aucune différence significative entre les 7 rechutes dans le bras ANCA et les 4 rechutes dans le bras lymphocyte B. J'ai mis un petit ajout parce que les 7 rechutes dans le bras ANCA, c'est 2 rechutes rénales, c'est 3 rechutes à type de pneumopathie interstitielle et 2 systémiques. Dans le bras lymphocyte B, il y a 4 rechutes, une qui est une sclérite, 2 pneumopathies interstitielles et une systémique. Donc sur les 11 rechutes, il y a 5 rechutes qui sont de la pneumopathie interstitielle. Dans 2 des 5, c'est pour ça que je le cite, hein, parce que ça, il y a un petit chapitre, et moi aussi, c'est un peu un mode de poussée mode de rechute qui reste un peu inhabituel. Et il y a 2 patients qui n'avaient pas de pneumopathie interstitielle initialement. Tout le reste, les 3 patients avaient déjà une pneumopathie interstitielle qui s'était aggravée et qui a été considérée comme une rechute. J'ai essayé de rendre les choses plus ou moins claires, je ne sais pas. Le groupe en cas. 42 patients ne vont pas faire de poussée sérologique. C'est ce que j'ai noté en cas négatif, pas de poussée sérologique. Chez ces 42 patients qui ne vont pas faire de poussée sérologique, 37 ne présenteront pas de rechute. Il y en a 5 qui vont finir par faire une rechute. Le groupe qui fait une poussée sérologique, il y a 15 patients. Il y en a 6 qui, malgré leur poussée sérologique, alors ils auront leur poussée sérologique, ils recevront du Ritux et ils ne feront pas de rechute. En revanche, il y en a un qui va être retété par Ritux et il va quand même faire une poussée. Et il y en a 8 qui vont faire leur poussée sérologique, mais elle va être synchrone. Et c'est un des éléments importants dans la discussion, j'imagine, si on veut se guider sur les encas. Dans 8 cas, la poussée sérologique est synchrone de la rechute. Donc finalement, pas de Ritux anticipé. Tout ça, ça aboutit à une posologie moyenne de 0,5 g par patient sur 4 ans de suivi. Si on regarde le groupe lymphocyte B, c'est un petit peu plus simple. 56 ne feront pas de poussée sérologique, 53 ne feront pas de rechute. Il y en a 3 qui feront une rechute malgré la poussée sérologique. Il y en a 2 qui positivent leurs encas. Un patient qui a des encas positifs, il n'a pas de B, ses encas négatives, mais il fera quand même une poussée. Il y en a un qui va avoir une poussée sérologique et il va faire sa rechute, mais elle est quasiment synchrone également. Et dans ce groupe, excusez-moi, la donnée importante, et là, il y a une différence significative, c'est sur la posologie. Je suis désolé, je ne sais plus si c'est une moyenne médiane, qui est de 3,6 grammes par patient sur les 4. En termes d'effets indésirables,
Les effets indésirables, ils sont là. C'est clairement le Covid qui a plombé un petit peu les choses. Et donc, dans le bras guidé selon les B, il y a 6 Covid et 2 décès. Sur le reste, il y a une neutropénie que j'ai signalée là, un déficit immunitaire qui est profond avec une hypogamie en dessous de 2,5. Et dans le groupe guidé selon les encas, il y aura une insuffisance rénale, mais a priori sans vascularité rénale active. Et je laisse la parole à Pierre. Alors, je me suis pas mal intéressé à cette question et tout ça pour aboutir à que c'est compliqué. Donc, ce qu'on peut dire de simple, c'est plus on traite longtemps, moins il y a de rechutes. Ça, c'est Menrid 103, c'était très simple. Et c'est confirmé. Donc, plus on traite longtemps, moins il y a de rechutes. Et puis, plus on expose le malade longtemps et avec des doses importantes au rituximab, moins il rechute, comme l'étude qui vient d'être présentée. Donc ça, il y a un reviewer qui m'avait dit pour Mainrid 103, t'es gentil, mais c'est vraiment complètement débile d'avoir pensé à ça, puisque c'est évident que plus on traite longtemps, moins on rechute. Donc c'est pas passé dans la revue où ça, il y a eu ce reviewer. La question, c'est est-ce que si on traite plus longtemps, c'est plus dangereux? Donc les essais Mainrid 100, c'était avant Covid. L'essai que tu viens de présenter, c'était première vague Covid où ça a été interrompu précocement et ça pose des questions. Là, maintenant, on a une autre période Covid. Donc, avant Covid, il n'y avait pas d'éléments particuliers pour dire que si on traite plus les patients, ils font plus d'infections, que ce soit dans Menrid 102, dans Menrid 103 et même dans Ritazarem où ils ont été quand même franchement plus exposés. On avait regardé les gamma-globulines. Bon, bah, c'est un peu plus bas quand on prend du Ritux, mais il n'y avait pas de drame non plus. Et donc finalement, tout ça pour dire, il manque quelque chose dans la diapo, mais je vous le dirai à la fin, on est toujours confronté à ce risque infectieux, ce risque de rechute, et on s'embête avec les PR3, les MPO, les CD19, tous ces facteurs statistiquement associés ou pas à la rechute, mais face à un malade, moi je ne sais pas s'il va rechuter ou pas, hein. C'est-à-dire qu'il soit PR3, MPO. Le risque infectieux, on en a parlé. Et on est maintenant aussi à une phase où les patients ils sont tellement bien contrôlés par le Ritux et qu'ils peuvent presque choisir. Ils peuvent donner est-ce qu'il a plus peur de la rechute ou est-ce qu'il a plus peur de l'infection? Est-ce qu'il va être sevré plus vite en corticoïdes? Est-ce qu'il... Bon. Alors ça, c'est pour les gens de ma génération, cette référence cinématographique. Mais finalement, dans toutes les études, le Graal, c'est éviter la rechute. Mais finalement, comme tu l'as dit, toutes les rechutes de ces études d'entretien, la majorité des rechutes, c'est des rechutes mineures. Est-ce qu'on n'est pas prêt à les accepter, à prendre un certain degré de risque d'accepter ces rechutes et traiter les patients à ce moment-là pour ne pas les exposer pendant des dizaines d'années au rituximab? C'est une autre question de voir les choses. Donc voilà, je pose plus de questions que je ne donne de réponses. Si, voilà. Nous, Négatifs pour leurs encas quand on les traite. Qui vont bien, on arrête les traitements, les encas réapparaissent et ils rechutent dans les mois qui suivent. Et ça, c'est un pattern qui est quand même reproductible. On a l'impression au cours du temps, il y a des patients qui rechutent et c'est lié aux encas, c'est sûr. Et d'autres patients pour lesquels c'est pas le cas. Quelqu'un qui négative pas ses encas, quelqu'un qui, quand c'est la première fois qu'on le traite, il négative ses encas, ils réapparaissent et il se passe rien. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans le cycle de je négative mes encas, ils réapparaissent, je rechute, je pense que malgré tout, ça peut être utile, mais c'est vraiment au cas par cas et c'est sans doute individualisé. Et ça, c'est difficile à conceptualiser de façon suffisante précise dans un essai. tu as aussi des patients un petit peu grumbling, comme on va dire un malade rhumatologique qui a un peu d'ORL, un peu d'articulaire, pas vraiment d'ANCA, et qui réclame un peu son rythme, qu'il faudrait lui développer un DAS 28 vascularite pour savoir
quand l'injecter, quels que soient les encas. Effectivement, c'est difficile dans les. Il n'y a pas d'analyse enfin, il n'y a pas d'analyse de sous-groupe sur le nombre de patients, en fait. Donc, sur ça, ils disent qu'effectivement, ça fait partie de leurs écueils, notamment parce que zéro analyse de sous-groupe. Après, il y a quand même, enfin, pour moi, l'idée que c'est pas tout à fait les mains récents parce qu'on est encore plus loin, quoi, hein. C'est quand même de l'immunodépression. On est à 4-6 ans, quoi. On a le même type de résultat, on a 20% de rechute. Et il y a 20% de rechute, ouais. On retrouve. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une courbe à 26% de rechute? Juste une question pour avoir un peu votre sentiment et en particulier ton sentiment. C'est vrai que ce qu'a fait rediscuter de la durée, c'est que l'analyse long terme de Menritzan 3 a montré que les patients dans l'appel courbe que tu montrais du groupe placebo qui rechutait, sur les 12 rechuteurs, ils venaient 11 fois du groupe à la demande, qui avait eu moins de ritux. Et c'était l'élément qui avait poussé à et c'est ça qui faisait remettre en question le prolongé. C'est qu'en fait, quand on prenait des gens qui avaient été, et cette balance, voilà. Parce que clairement, il y aurait eu un essai Menritzan 3 où tout le monde était traité par un schéma systématique, puis il n'y aurait probablement pas eu les mêmes résultats. Et donc, c'est ça qui fait discuter un petit peu. Et donc, c'est quoi ta lecture, votre lecture? Parce que nous, c'est ça qui nous a fait revenir en fait un peu en arrière. C'est de dire, il y a le Covid. Et on voit quand même que je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle quand il y a quand même 2 décès dans le bras. Enfin voilà. Et le fait qu'au final, le bénéfice, il était peut-être pas aussi évident quand on a traité de manière un peu martelée, quoi. L'analyse poulet, moi, elle me pose quand même un petit peu question parce que dans les Menrid 103, bien sûr, avait été stratifié, la randomisation avait été stratifiée sur le bras de randomisation de Menrid 102. Donc, il y avait vraiment les deux. Placebo, Mm. viennent à la demande. On ne peut pas s'asseoir là-dessus. Tu vois, c'est qu'en fait, si on regarde que ceux qui viennent du bras systématique, il n'y en avait qu'un qui avait rechuté. Stratification ou pas. Et donc, c'est vrai que ça fait discuter quand même. Oui, mais ça voudrait dire que tu penses que des gens qui ont été traités 18 mois ne rechuteront plus. Non, c'est que les rechutes, elles viennent peut-être encore plus tardivement. Et c'est vrai que l'analyse long terme de Menrid 101 montrait que les rechuteurs. Alors, si on augmentait le suivi des M36 par rapport aux 18 mois, peut-être qu'il faut attendre 10 ans pour voir les courbes se séparer. Mais on voit en fait que les rechutes, elles survenaient à 24 mois après l'arrêt, enfin le dernier ictus. C'est les 22 mois, ouais, la médiane. C'est vrai que est-ce qu'on veut prédire autant à l'avance, comme le disait Stan, alors que ça se trouve entre-temps, ils vont faire 3 infections sévères, alors que ça, c'était imprévisible. Et c'est vrai que nous, maintenant, moi, je leur dis plus combien de temps on va les traiter, parce que s'ils font 3 infections sévères et ils baissent leur gamma, tout ça, forcément, c'est ce qui va se passer qui va aider à définir un peu les choses. Est-ce que vous n'avez pas envie, plus que la durée, c'est au bout de 2 ans ou 18 mois, peu importe, commencer à enfin, continuer le Ritux, mais à le faire par exemple tous les ans, tous les 12 mois. On le fait par exemple dans les LGM, les centres néphrotiques, ou enfin en tout cas chez une malade qui reçoit 5, 6 temps de Ritux. Parfois, Ménéric 102, après un Ménéric 101. Sur un patient que je pense à faible de risque de rechute, mais qui est inquiet de sa rechute, c'est une façon pour moi de diminuer la dose de rituximab annuelle finalement. Donc, je pourrais dire que je fais 500 mg par an, hein, c'est à peu près la même chose, hein, je pense. Mais je me dis, on essaie de faire les 2 ans parce que de toute façon, on n'a pas parlé des recommandations, mais tout le monde dit il faut faire au moins 2 ans. Et après, on dit 2 à 4 ans selon les facteurs de risque de rechute, selon la volonté du patient et le risque infectieux. Moi, j'adapte, j'avoue, au bout de 2 ans, en fonction des événements et de la réponse. Alors, Loïc Guilvin est plus là, mais je vous dis ce qu'il vous aurait dit à ce moment-là, c'est qu'il a une dizaine de patients, c'est ce qu'il dit, hein, chez qui il a espacé le rituximab à une injection par an, et a priori, à vue de nez, comme ça se passe pas trop mal. Pour la petite information aussi, j'avais soumis 2 années de suite un PHRC où on espaçait et on faisait exactement ce protocole-là, et ça a été retoqué les 2 fois de suite. Juste une remarque, qu'est-ce que vous pensez du seuil
pour les réinjections selon les encas? Est-ce que 4 fois et pas trop tardif finalement? Justement, finalement, on peut se dire que dans Menrid 102, on avait un seuil, un doublement ou une repositivation des encas, et finalement, ça a peut-être permis de traiter vraiment précocement les gens chez qui les encas bougeaient. Et là, dans cette étude, on arrive trop tard finalement. Ou alors, c'est pas terrible. C'est-à-dire que, enfin, moi, dans Main 102, il y a quand même 2 malades qui ont une vraie rechute avec 0 B et 0 CD19 et pas d'encas. Donc, à l'échelle individuelle, enfin, à l'échelle du collectif, peut-être ça. Et je crois qu'il y a tellement de données discordantes que, enfin, on ne peut pas conclure, mais à l'échelle individuelle, moi, j'utilise pour être de mauvaise foi, hein. Si je veux que le malade il soit en rechute, je lui dis, t'as vu, il y a des encas, l'interne est impressionné. S'il dit, ah non, maintenant, il n'a pas d'encas, il ne doit pas rechuter. Et si je dis, bah, tu sais, les encas, ce n'est pas parallèle au risque de rechute, je vais le traiter. Moi, voilà. Je l'utilise comme ça m'arrange. Mais Une mentalité, mais pour un méthodologiste, Des tomates, c'est ça? c'est le conseil de l'heure, mais écoutez bien. Devant les associations. C'est pas tombé dans l'oreille. En revanche, pour rejoindre la remarque, encore une fois, sur les rechutes, c'est essentiellement des mineurs, hein. Donc, est-ce que c'est grave d'avoir une rechute mineure ou est-ce que même, parce qu'il n'y a pas ça précisé dans ces protocoles-là, est-ce qu'il ne faut pas confronter une stratégie qui soit basée sur je ne sais toujours pas quoi, moi, B en cas, je ne sais toujours pas, mais par rapport à une surveillance différente. Et ça, on n'a pas fait de protocole de surveillance où on ferait des bandelettes urinaires régulières, des interrogatoires patients, des systèmes connectés, j'en sais rien. Mais qui ne soit pas juste un bras où je le vois tous les 3 mois et surtout, je coupe le téléphone entre deux. Et une question un peu provocante que j'ai, mais traiter ou retraiter selon les encas, pardon, pas selon les encas, mais selon les CD19, c'est la plus grosse aberration qui existe, puisque ça va toujours se repositiver. Et donc, en fait, c'est ce qui aboutit. Ils ont reçu 3 grammes de rituximab, probablement ils ont été surtraités, mais est-ce qu'en fait, il ne faut pas arrêter de regarder les CD19 et soit faire tous les ans, je veux dire 100 ou tous les 9 mois, ou les encas, parce qu'on ne sait pas, mais les CD19, il n'y a qu'à voir dans Menrid 102, c'était surtout sur les CD19. Et donc, vous en pensez quoi de se dire que les CD19, au final, bah, je veux dire, on évalue le dosage du médoc. Ouais. Il y a aussi des facteurs qui allongent la durée de la lymphopénie B. Je crois qu'il y a un papier dans NDT cette année, une équipe italienne qui fait rituximab de souvenir de façon rave. Et plus on est âgé, plus on a une lymphopénie prolongée, plus on est insuffisant rénal, plus on a de lymphopénie rangée, et plus on est MPO, plus on a une lymphopénie prolongée. Mais ça arrive toujours à ce dilemme entre les patients les plus jeunes, à risque plus infectieux, qui auraient un profil GPA PR3, finalement, j'ai envie de leur mettre du rituximab longtemps, peut-être à petite dose. Enfin, moi, c'est comme ça que je verrais. En revanche, le patient MPO, comment je le suis de près? et les CD19, en plus, le risque, je trouve, c'est de les faire rentrer dans la réflexion sur est-ce que mon malade rechute ou pas. C'est-à-dire que ça fait partie du screening de est-ce qu'il est en rechute. Non, il ne doit pas rechuter parce qu'il a 0 CD19. Et comme tu as dit, en tissulaire, tu n'as pas l'évaluation. Donc c'est vrai que, en plus, c'est pas remboursé. Les patients le font en externe. Moi, je ne fais pas. Pour aller aussi dans le sens du risque qu'on peut prendre en arrêtant. Je pense que le patient insuffisant rénal pour être confronté à cette situation est quand même particulier. Le patient se retrouve au terme de la première poussée à 250 de créatinine, on sait qu'il ne peut pas prendre le risque d'une rechute. Et on a beau dire que c'est des patients qui ont moins de risque de rechute, il y en a quand même. Et pour revenir à Remain, par exemple, qui était mené il y a plusieurs années avec l'azatioprine, on comparait arrêt de l'azatioprine à 18 mois ou poursuite jusqu'à 48 mois. Les 6 patients qui ont été mis en dialyse ont tous les 6 dans le bras arrêt de l'azatioprine. C'est-à-dire le fait d'avoir arrêté à l'époque le traitement de l'époque leur a fait prendre un risque qui les a quand même conduits en dialyse. Donc, même si effectivement, dans les études qu'on voit, on a l'impression que c'est des rechutes mineures, malgré tout, ça dépend de qui on met dans ces études-là, en fait, hein. Oui, et l'arrêt des corticoïdes, bien sûr. Bon, c'est une autre. Ouais. Bah, les nôtres n'ont plus de corticoïdes, non, a priori, non. Non.
Là, pour là, pour le coup, mais on a fait une réunion, je me souviens, il y a quelques années après Menrid 103, en disant, mais alors, c'est quoi le Menrid 104? Eh ben, vous l'avez pas vu présenter, hein, on n'a pas trouvé. C'est vraiment pas facile vu la différence de chacun. La finesse maintenant de l'analyse des patients et de notre compréhension des maladies fait que les malades sont tellement et ont des profils de rechute tellement différents que les grouper et faire quelque chose où on va dire ce schéma va correspondre à tout le monde ou à un grand groupe, ça me paraît difficile. Mm. Mm. Après, comme tu disais, laisser le choix. Nous, le dernier qu'on a discuté, il y avait soit on continue, mais d'un autre côté, c'était une GPA-PR3 qui avait négativé ses encas, qui avait repositivé avant de rechuter de manière mineure sur l'ORL. Et au final, on a pris la décision en accord avec le patient de faire une pause thérapeutique puisqu'on sait qu'il connaît ses symptômes et que on retraitera le moment, voilà, parce que bon, il avait 3 grammes de gamma aussi, mais c'est vrai que je pense que la discussion du patient, ça joue aussi, hein.